Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format du coup également où on va lire des articles que j'ai écrits. Voilà, vous le savez peut-être pas, mais j'écris des articles de temps en temps et je me suis dit c'était un peu dommage de les laisser sur mon blog et pas vous en faire profiter à vous. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'énergie, la patience pour lire intégralement des articles qui sont longs. Donc voilà, je veux faire un petit peu de montage, un petit peu de trucs un peu dynamiques. Évidemment, je ne vais pas forcément le répéter à chaque fois, mais il y a plein de choses que je ne vais pas dire en live directement, comme ça, en semi-live on va dire. Il y a des choses que vous pourrez retrouver évidemment intégralement dans les liens en description, genre voilà, s'il y a des notes de bas de page, je les lirai pas toujours, je vous laisserai les lire, ceux qui ont la foi, tout simplement dans l'article, directement. Là, en l'occurrence, pour aujourd'hui, nous allons faire la lecture de mon article sur l'analyse d'une conférence de Pascal Wagner-Egger, voilà, une critique de sa conférence, pour un petit peu faire l'état des lieux sur comment bien vulgariser les liens entre idéologie, esprit critique, biais cognitif, etc. Voilà. Alors, pour donner un peu vite fait le contexte, pourquoi cette conférence ? Parce que pour moi, en fait, on a beaucoup de problèmes qui sont un peu symptomatiques des problèmes récurrents de la zététique en ligne. C'est-à-dire on se revendique de la science, on se revendique de la pensée critique, mais en fait on reste aux surfaces du sujet. Voilà, on n'a pas trop lu, on fait que confirmer des théories qui sont très acceptées socialement, avec des mots un peu flous, genre l'idéologie, l'extrémisme, oh c'est pas bien, oh la nuance, la science, oh c'est vachement bien. Voilà, vous voyez le niveau zéro de l'analyse politique. Tout le monde est d'accord avec ça et en fait on prend toute la place pour les gens qui essaieraient d'aller un peu plus loin. On prétend qu'on va mieux parler politique sans parler de politique dans ce cas-là. Ça conforte beaucoup l'idée que les autres pensent mal, ce qu'on pensait intuitivement, qu'on est un peu plus supérieur que les autres pensent un peu moins bien que nous. Les youtubeurs qui évoluent dans ce milieu-là, ils m'ont pas mal inspiré à une époque, mais voilà, pour des raisons scientifiques et politiques, voilà, je me suis pas mal distancié, on va dire. Alors évidemment, à préciser évidemment, c'est que quand je dis youtubeur sceptique, c'est aussi parce que cette conférence et Wagner-Egger en général, ça a plusieurs fois été relayé par des youtubeurs sceptiques, zététiciens, etc. Voilà, Wagner-Egger ne se revendique pas lui-même comme faisant de la zététique, mais c'est un chercheur qui est mis en avant, comme peut l'être Bronner, etc. Et ça permet de rendre compte un petit peu quels sont les genres de chercheurs, on va dire, qui sont mis en avant par cette sphère de la zététique. Quels chercheurs ils estiment compétents, etc. etc. Voilà, et donc sans plus attendre, je vous propose d'attaquer l'analyse de la conférence en elle-même. Le festival toulousain, les rencontres de l'esprit critique, le REC Festival donc, propose tous les ans tout un tas de conférences et d'activités autour de la pensée critique. Là, en l'occurrence, si vous regardez la vidéo dans les jours qui vont arriver, ça va être le REC Festival de cette année, donc 27-28 avril 2024. Moi j'y serai pour le stand de Skepticon déjà, et aussi je vais faire un débatologie, ça va être sympa. Parmi toutes les conférences qui ont eu lieu cette année, un replay a récemment attiré mon attention, et j'ai eu tellement de choses à en dire que j'ai préféré en faire un article plutôt qu'un simple commentaire pas très intéressant. Vous pouvez le voir donc via ce lien, évidemment, je mets tous les liens au fur et à mesure, et sachant que je vais résumer, on va dire, le fond des arguments au fur et à mesure ici. Donc du coup la conférence biais cognitif, critique, recherche récente, utilité pour l'esprit critique. Cette conférence était présentée par le psychologue social Pascal Wagner-Egger, annoncée par son titre comme une conférence sur les biais cognitifs. Surprise, finalement, elle propose de faire un état de la recherche sur les liens entre biais idéologiques et lutte pour la pensée critique. Et le tout permettrait d'aider à mieux appréhender les tensions qui traversent le milieu du scepticisme scientifique et prendre du recul sur le militantisme en général. Des sujets qui m'intéressent beaucoup, pour lesquels j'ai écrit une conférence pour chacune. Donc la première en l'occurrence c'était conférence sur les deux familles du scepticisme, sur les tensions un petit peu, mieux comprendre les racines des enjeux, etc. Ça c'était à l'Observatoire zététique. Et l'autre conférence je ne l'ai pas encore faite, faut encore aussi une captation, c'est pas dit. Pour ça je vous renvoie vers mon association Méthodologie, je le ferai probablement à un moment donné dans ce cadre-là. Avant même que la conférence soit en ligne, il y a eu cette photo qui a été prise au moment du REC, qui a fait un petit peu polémique, elle a fait un petit peu, elle a fait une sorte de levée de bouclier, parce que en fait c'était un peu
un résumé de tous les propos simplistes qu'on voit plusieurs fois passer et qu'on regroupe souvent sous l'étiquette qu'on appelle la zététique apolitique, Z-apo pour faire court. Et là, donc, je fais une petite parenthèse dans les notes de bas de page pour expliquer que Z-apo, c'est un mot imparfait parce que déjà, ça ressemble un peu à Gestapo. Évidemment, loin de moi l'idée de faire un parallèle un peu comme ça, hein, c'est sûr, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, en fait, c'est vrai que dans la zététique, il y a beaucoup de problèmes, je trouve, qui viennent d'un manque de culture politique, que ce soit de la philosophie politique, d'être militant, ou aussi juste des sciences politiques, sciences sociales, un peu de base. Donc voilà, le Z-apo, c'est un peu une caricature, un truc comme ça. Simplification volontaire pour la clarté, mais que c'est pas voilà, une personne en particulier, c'est une posture particulière, mais qui renvoie quand même à des arguments qu'on a vraiment vus en vrai. Par exemple, on voyait l'idée en l'occurrence sur ce truc qu'il y a des tensions qui seraient causées par l'arrivée dans ce milieu-là d'extrémistes politiques, parmi lesquels le collectif Z-éthique métacritique, les terribles zèmes. Bon, ça c'était une slide d'accroche. En vrai, c'était l'introduction, on le sait maintenant, mais c'est pas forcément ce qu'il pense réellement. Peut-être qu'il va attaquer justement ses idées reçues dans sa conférence. Je suis pas là pour juger Pascal Weinreger en tant que scientifique, je l'appelle PEW dans le truc. Voilà, moi je suis pas spécialiste de la rationalité, des biais cognitifs, etc. C'est le rôle des chercheurs de critiquer ce qu'ils pourraient faire en tant que chercheurs, c'est pas mon rôle. Non, moi je vais le critiquer du coup en tant que vulgarisateur qui vulgarise les mêmes sujets que moi, parfois avec les mêmes sources que moi. C'est intéressant, avec un point de vue, du coup une conclusion qui sont assez différentes. Voilà, je me suis dit que c'était assez intéressant de voir tout ça, et si la pensée critique vous intéresse, donc j'espère que vous arrêterez pas à l'idée que ah ouais, Tranxène il a pas aimé la conférence parce que forcément ça va à l'encontre de son idéologie là, de gauchiste, etc. Vous verrez que non. La première affirmation, du coup en l'occurrence que Pascal Weinreger va développer, c'est que la recherche montrerait effectivement que l'extrémisme affaiblit la rationalité. Première sous-partie, du coup on commence directement avec la présentation d'une méta-analyse réalisée par le psychologue politique John Jost et ses collègues. Alors là du coup j'explique que le travail de Jost il est vachement important dans mon cycle de vidéos sur le militantisme dont fait partie cette vidéo, voilà évidemment lien dans la description tout ça. Et je cite par exemple que quand on voit ma vidéo sur la morale de gauche et de droite, bah voilà, on va dans la description, il y a tout un truc sur qu'est-ce que c'est ma définition de gauche et de droite. Pour faire simple, on va dire, voilà, le propre de la psychologie politique, c'est de croiser d'un côté les positions politiques comme le conservatisme, l'attrait pour l'autorité, l'égalité, etc. et des caractéristiques psychologiques comme l'anxiété, la peur de l'inconnu, la capacité d'empathie, etc. Quand en politique on parle des extrêmes, on parle en fait de deux choses qui sont un peu mélangées. D'un côté, bah, y a les gens qui sont sur le bord de l'axe gauche-droite, hein, donc on analyse leurs idées et on voit qu'ils sont sur les extrêmes, et les gens qui défendent leurs idées de manière trop dogmatique, c'est-à-dire bah, on analyse un peu la psychologie des gens. Et bah, de quel extrémisme on parle, ça bah, c'est intéressant de l'analyser, et du coup, est-ce que si on confond un peu les deux, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'effectivement on voit qu'il y a des très grosses corrélations ou pas? Et bah, il y a des psychologues politiques comme Jost, et bah, ils sont là pour voir si on fait bien de confondre les deux dimensions ou pas. Donc Pascal Weinreger nous parle d'une méta-analyse de Jost et 2003, donc qui parlait notamment de la rigidité mentale, hein, donc le dogmatisme, l'intolérance à l'incertitude, et est-ce qu'elle est présente partout sur le spectre politique ou pas. Et en gros, il y a trois hypothèses principales qui sont testées dans la recherche, qui sont du coup sur ce schéma-là. J'avais écrit au départ que c'était Pascal Weinreger qui avait créé ces graphiques pour illustrer. En fait non, c'est bien de l'illustration, mais c'est Jost en 2003 qui les avait créés. Voilà. Et donc là, les trois hypothèses. La A, c'est la rigidité de droite, hein, une courbe bien fine pour dire plus on va vers la droite, plus on est dogmatique. Ou la B, la rigidité des extrêmes, à savoir un truc bien en V pour dire plus on va vers les bords des extrêmes politiques, plus on est rigide, dogmatique, etc. etc. Là, c'est le mélange des deux, à savoir qu'il y a à la fois de la rigidité de droite et de la rigidité aux extrêmes. Et donc, parce que Weinreger dit que dans cette méta-analyse, voilà, la tendance lourde, c'est bien la C, ce qu'il appelle le U penché. Donc, mélange de droite. Et bon, voilà,
quand tu présentes ça, ça confirme un peu la théorie des étapos pour dire que les extrêmes, ils sont tous deux irrationnels, il faut rester au centre pour être le pic de rationalité, quoi. Sauf que les auteurs qui sont là, ils parlent justement du fait que parler d'irrationalité pour les opinions, en fait, c'était passer à côté du problème. En fait, ça dépend surtout de qu'est-ce qui veut dire rationnel, en fait. Et moi, j'ai fait tout un article justement pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire rationnel en économie, en sociologie, en philosophie, en architecture, enfin plein de trucs. Il y a plein de mots comme ça, rationnel, rationalité, présents dans plein de disciplines différentes. Donc il y a plein de définitions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et c'est un problème quand tu ne le définis pas. Parce que chacun y voit un peu un truc différent, va comprendre un truc différent, et souvent ça va conforter forcément ses propres préjugés. Donc c'est pas très utile. Et la méta-analyse de Jost, elle s'appelait « Le conservatisme politique, une cognition sociale motivée ». Et dès le titre, le résumé, voilà, on a une idée qui est quasiment absente de la conférence de Wagner-Egger, l'idée de l'asymétrie idéologique. Cette méta-analyse supporte l'idée que les idéologies conservatrices sont adoptées en partie car elles vont satisfaire des besoins psychologiques particuliers. En l'occurrence, là, c'est le besoin de contrôle. Voilà. Le fait d'apprécier leur besoin de contrôle dans sa vie fait qu'on va être plus conservateur. Et donc pour ça, on va tester de différentes manières le dogmatisme, l'autoritarisme, les besoins existentiels, la rigidité, etc., etc. Et donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que dans la psychologie politique, on puisse faire plein de manières de tester différents, et en fait l'intérêt c'est quand on peut comparer les études les unes aux autres et voir les tendances lourdes qui ont l'air de se dégager. Donc voilà, évidemment si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir par exemple les autoritaires qui parlent justement de l'autoritarisme par rapport à ces définitions-là. Évidemment, Hacking Social, Shaika, c'est celle qui m'a fait découvrir Jost et la psychologie politique, donc elle vous vulgarisera tout ça mieux que moi. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la présentation des résultats qui est faite par Jost, elle est beaucoup moins nette que ce que laisse penser Pascal Wagner-Egger. En fait, l'hypothèse du dogmatisme de droite, elle est loin d'être négligeable. Donc là, je développe un petit peu sur Jost, qu'est-ce qu'il a fait en 2017, en 2020, etc. Ce qui en ressort, c'est qu'il a plusieurs fois résumé que les conservateurs sont en moyenne plus autoritaires, dogmatiques, rigides et fermés d'esprit que les progressistes. Alors, le fait d'être flexible dans ses idées, c'est assez capital pour exercer son esprit critique. Et du coup, voilà, c'est important. Et je résume donc en faisant la pub pour le bouquin de Jost qui s'appelle Left and Right, avec un sous-titre qui justement compile énormément d'études en psychologie politique. C'est sorti en plus en 2021, donc plus récemment. Et évidemment, ça ne fait pas que ça, mais ça débunk quelques idées des étapos, ça fait plaisir. Ce que je retiens, c'est pas que les gens de droite seraient incapables d'esprit critique, bien sûr, c'est qu'il y a des asymétries entre les personnes de droite et de gauche quant à leur prédisposition à la pensée critique. Voilà, il faut nuancer, il faut voir en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, qu'est-ce qui a l'air de faire, etc., etc. Et vraiment, il faut être plus prudent là-dessus et voir vraiment les tendances lourdes qui se dégagent. Donc voilà, le livre de Jost est super cool, mais pas que Jost, évidemment. Le champ de la psychologie politique est intéressant à ce niveau-là. Et ça permet d'entrer dans le détail sur qu'est-ce qui est vraiment l'idée à l'idéologie et ce qui ne l'est pas. Par exemple, quand on parle de biais pro-endo-groupe, là encore, Hacking Social, tout ça, voilà, on voit par exemple quand on teste que c'est présent partout sur le spectre politique, il n'y a pas une famille politique qui l'aurait spécialement plus que les autres. Voilà, je finis cette partie avec une citation, pas de Jost, du coup de Alan Van Liel, que j'aime bien, qui est de dire que, contrairement à l'image catégorique et stéréotypée des extrémistes, l'approche fondée sur la mesure réelle des traits au niveau des adhérents individuels révèle que, tout comme les modérés, les extrémistes diffèrent considérablement les uns des autres. Les résultats ne corroborent donc pas l'idée que les adhérents aux idéologies extrêmes de gauche et de droite se ressemblent, au fond, ouais, non, soutiennent plutôt la perspective alternative, selon laquelle différentes idéologies extrêmes attirent différentes personnes. Ne s'attardons pas sur ces nuances, Pascal Wagner-Egger change le slide et nous présente une compilation d'études qui parle cette fois du complotisme, mais toujours avec la mention de la courbe en U penchée. Bon, alors là, il faut un peu expliquer ce qui s'est passé. Au départ, je n'avais pas lu l'étude de Imhoff, je ne connaissais pas. Mais voilà, on me dit U penché, on dit spécifiquement sur le complotisme, qui soit
Sur le complotisme, voilà, j'ai à peu près lu effectivement que c'était une courbe en U penché qui ressortait. Donc j'ai dit, a priori, je n'ai rien contre ces résultats, ils me paraissent plutôt bons. C'était genre 2 phrases et après je disais, donc ce qui se passe après c'est ça, ça, ça. Sauf que, à force évidemment, tu as envie de lire l'étude, avec les relecteurs tu prends le truc. C'est une étude avec des données qui sont accessibles, donc on a pu les reprendre pour revérifier ce qui nous interpellait. C'est devenu un paragraphe, 2 paragraphes, et c'est devenu totalement une sous-partie. Un truc que je voulais pas dire par exemple, je pensais que c'était trompé à l'oral, mais non, c'est bien une erreur qu'il a faite à l'oral et dans sa slide. Il pense que c'est une méta-analyse, et vu qu'il a participé à l'étude, c'était un des co-auteurs, il sait ce qu'ils ont fait, et il présente ça clairement, il assume que c'est une méta-analyse. Dans sa réponse après, il dit c'est une méta-analyse, sauf que ce n'est pas une méta-analyse, c'est une compilation, c'est une grosse enquête sur, de 2 manières différentes sur 26 pays, et les 2 enquêtes ont été réunies en une seule étude qui est celle-là. Méta-analyse, c'est un mot qui est défini précisément dans la recherche, hein, il y a des critères sur ce qu'est une méta-analyse, une bonne méta-analyse, une mauvaise, le fait qu'on puisse comparer plusieurs études de différentes équipes. Ça aussi l'intérêt, c'est que les équipes sont différentes avec des protocoles potentiellement différents. On compare suivant les protocoles, l'échantillon, etc., etc. Ça peut être une très très bonne étude faite sur plein de gens avec un protocole archi rigoureux et quand même être une étude ou une compilation d'études. Ça n'en fait pas une méta-analyse en fait, peu importe la technique qu'on utilise, statistique, etc. Voilà, j'ai un peu envie de savoir comment est-ce que le complotisme a été mesuré, est-ce que c'est avec des échelles de pensée conspi plus générales, est-ce que c'est avec des complots spécifiques, etc., etc. Mais assez vite, il y a un truc déjà qui m'a interpellé, c'est cette image qui est dans l'article. Bon, alors déjà, il y a une tâche au milieu, mais ce qui est important, c'est pas la répartition absolue, c'est quand on fait la moyenne de... Et, comment dire, je sais pas, c'est pas un U penché, c'est un W. Je suis désolé, hein, vraiment, hein, j'ai essayé de voir le U, mais on revoit à chaque fois le W, hein, c'est vraiment un W, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas ignorer qu'il y a vraiment une bosse au milieu, et accessoirement que la moyenne des gens les moins complotistes sont plutôt au centre-gauche et pas du tout au centre tout court d'ailleurs. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Et surtout quand on reprend les données, on voit des écarts pas très significatifs, des grosses marges d'erreur. Bon, pour être prudent, on va dire qu'il y a effectivement, il y aurait un petit effet du positionnement politique sur le complotisme, d'après cette étude, mais que c'est dur à voir. En tout cas, l'affirmation que fait Wagner-Egger que oui, on trouve bien une courbe en U penché quand on mesure le niveau de complotisme par affinité politique, elle est globalement fausse. Donc voilà, on a repris le donné, on va refaire un graphique où effectivement on voit clairement qu'il y a un pic au milieu qui est aussi haut que extrême droite, extrême gauche, donc plutôt qu'une confirmation du U penché, on devrait parler d'un W ou qui confirmerait du coup qu'il y a un extrême centre ou je sais pas quoi. On a beaucoup développé quelques trucs qui nous paraissaient particuliers dans les notes de bas de page en plus. Bon, plusieurs problèmes que je peux citer comme ça. Le fait qu'il y ait beaucoup d'autoplacement pour dire qu'est-ce qui est gauche et droite, et qu'après on compare 26 pays les uns avec les autres d'Europe. C'est un peu foireux, on trouve, parce que voilà, l'extrême droite de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, enfin voilà, il y a plein de pays comme ça qui sont pas tout à fait comparables les uns avec les autres, de la gauche et de la droite. C'est un peu foireux, mais surtout, quand il présente le résultat dans sa slide, il présente les trucs et il dit voilà, cet outil mathématique qu'on a utilisé démontre qu'on a bien une distribution en U, sauf qu'en réalité les outils qui sont présentés dans l'étude ne permettent pas de déduire ça. En gros, là je l'explique mieux dans l'article évidemment, mais en gros ils ont pris des outils qui ne sont pertinents que quand tu sais que c'est une courbe en U que tu as, et du coup que ton outil permet de caractériser cette courbe en U. Sauf que ça ne démontre pas que c'est une courbe en U. Si il y a un W et que, en l'occurrence là, il y a un W, c'est juste pas adapté. Ça fait un raisonnement circulaire. Alors, une technique qui est utilisée dans le graphique, voilà, celui-là dont je parlais juste avant, ça s'appelle le test Adelink. C'est une technique qui a le même problème, c'est-à-dire que ces inventeurs, dans les gens qui ont inventé la technique statistique, dans l'article, qui expliquaient leur technique et tout,
ils disent explicitement qu'elle n'est pas faite pour les courbes en W. Alors là, ce qui est important, c'est que je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai trouvé un petit détail, donc haha, checkmate, tout ce qu'il dit dans l'étude est faux. Pas du tout le propos ici, je le dis clairement. Le souci principal, c'est pas l'étude présentée, mais la présentation fallacieuse que Pascal Eigner en fait. J'aurais pas de problème, moi, s'il me présentait directement l'étude, le protocole et les limites. Sauf que là, c'est pas fait, justement, et c'est un problème, je pense. Il enchaîne ensuite avec une présentation des sondages de l'IFOP sur le complotisme et le paranormal. On dit que haha, il y a encore du U penché. Et pour le coup, ces sondages, ils sont clairement mauvais. Ça, je me permets de le dire clairement méthodologiquement. Mes sondages sont carrément bancals. Je vous ai mis le lien dans de bas de page la vidéo du stagiaire qu'il avait fait à l'époque. Je dis en passant... J'ai fait un article sur les sondages parce que pour le coup, il y a une littérature critique des sondages en sociologie que pour le coup j'ai vraiment étudié en cours, donc je suis désolé, ça pour le coup je me permets de dire que si, je vous assure qu'ils sont clairement bancals ces sondages. Et plus généralement, voilà, c'est qu'on a un petit peu mélangé le complotisme, le paranormal, on est passé sur l'antidémocratie, les extrémismes, la rigidité mentale, etc., etc. On a fait un gros package comme ça, et il y a beaucoup à redire, ce serait assez réducteur de penser page, c'est qu'il y a une corrélation entre extrémisme de droite et autoritarisme, et extrémisme de gauche et ouverture d'esprit. Et on trouve ça même dans les études qui essayaient justement de faire des gros packages entre les extrêmes et le dogmatisme, le complotisme, l'idéologie un petit peu radical, etc. Un petit peu faire un peu... Les extrêmes se rejoignent et de le prouver et de montrer ces genres de choses. Donc c'est Rokic, Sidiadanus, etc. Et non, même avec ça, il y avait quand même le côté asymétrie des extrêmes qui y arrivaient. Pour résumer, on constate peut-être une forme de pensée plus rigide et conspirationniste aux extrêmes, peut-être. Mais pas de la même manière, plus à l'extrême droite. Et surtout, on ne peut pas affirmer de lien causal. Surtout ça, moi, c'est qu'il a l'air de dire que c'est simple et que... Non, on ne peut pas affirmer de lien causal. Est-ce que les idées, elles rendraient dogmatiques? Est-ce que des idées rendraient dogmatiques? Ou est-ce que les profils les plus conspirationnistes vont être attirés par certains milieux plus que d'autres? Dans le premier cas, on en retient qu'il est plus prudent de se rapprocher du centre, centriste, rationnel, mesuré. Et dans le second, qu'il faut travailler son ouverture d'esprit pour mieux défendre ses idées, quelles qu'elles soient. Voilà, des questions un peu plus intéressantes peut-être à traiter. Voilà, parce que c'est ça en fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement de ces recherches? Ce serait ça qui est intéressant comme conclusion, mais on ne le saura pas. Tandis que cette première partie se termine, ces questions resteront en suspens. La seconde partie de la conférence présente donc une série d'affirmations que PEW va chercher à confirmer ou infirmer avec des données de la recherche. Ces trois affirmations seraient idéologiques car apparemment personne n'aurait jamais essayé de les sourcer avant. Ça c'est un truc qui est important pour moi parce que si vous voulez, quand on parle d'argumentation, même dans un cadre très très rationaliste, etc., on a une règle qui s'appelle la règle de la pertinence, c'est-à-dire est-ce qu'on répond vraiment aux arguments qu'on nous présente, qu'on nous oppose. En fait, si jamais il veut répondre, les infirmer, les confirmer, moi j'ai pas de problème avec ça. Le problème c'est que ce n'est intéressant que s'il répond de manière pertinente, c'est-à-dire s'il répond à des arguments existants qui sont défendus vraiment par des gens. Et ça, il dit il y a des gens qui affirment ça sans preuve, on sait pas qui. Petit A donc, la première affirmation serait que il y aurait une prévalence des facteurs sociaux dans le complotisme. L'affirmation idéologique, c'est que les biais cognitifs, les traits de personnalité seraient en fait secondaires dans le fait que les gens deviennent ou non complotistes, que ce serait avant tout une histoire de contexte socio-culturel particulier. Donc ça, c'est l'affirmation idéologique qui va être mise à l'épreuve. Alors moi, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est plutôt ces aspects socio-culturels qui vont être déterminants pour le complotisme, mais en fait, je pense qu'il y a aussi des facteurs psychologiques qui vont être forts et qui vont, donc, comme je disais, prédisposer ou non à la pensée conspi. C'est pour ça que je m'intéresse au travail de Jost. Donc, je pense que les deux sont liés, mais un peu plus le côté socio-culturel. Donc, si je dis la zététique à l'ancienne a trop voulu expliquer les phénomènes par les biais cognitifs uniquement,
faudrait élargir l'analyse aux autres facteurs qui me paraissent plus importants. Donc, est-ce que mon opinion, elle est incluse dans l'affirmation idéologique ou pas? Mystère. Pascal Weinberger va mettre le focus sur un aspect d'une étude australienne et nous dit ceci. Ils ont essayé de tester l'effet de différents facteurs sur le complotisme, des facteurs sociaux et un facteur cognitif, c'est la pensée analytique. Ce qu'on appelle la pensée analytique, c'est-à-dire pour ceux et celles qui connaissent le système 2 dans les théories en psychologie cognitive. Et qu'est-ce qu'on trouve? Que oui, la pensée analytique, ici, prédit bel et bien. Alors là, je fais une petite parenthèse. Retranscrire à l'écrit des passages à l'oral, c'est toujours un peu casse-gueule. Là, vous voyez, je mettais plein de petits crochets, etc. Parce que si vous allez voir justement la vraie citation, vous verrez par exemple qu'elle s'étale sur genre 1 minute 30, que du coup je suis obligé d'enlever des bouts de phrases, etc. pour que ça ressemble à une vraie phrase qu'on aurait écrite. C'est qu'au départ, moi je voulais vraiment juste prendre des extraits, les retranscrire bêtement et après dire voilà, il a dit ça, qu'est-ce que j'en pense? Et en fait, très vite, je me suis dit que je ne pouvais pas trop le faire. Là, c'est le moins pire donc, que j'ai gardé, mais c'est voilà, 1 minute 30, parce qu'il a le même défaut que moi j'ai dans la vie de tous les jours, à savoir pas finir mes phrases. Donc c'est pas un défaut dans le sens, c'est les aléas de l'oral, on va dire, ça n'empêche pas. Par contre, ce qui est vrai que ça dessert grandement ce qu'il veut dire dans son propos. Et donc là, voilà, je suis obligé de reformuler légèrement ce qu'il dit, sauf que plus j'ai à reformuler ce qu'il dit, plus je dois faire des efforts pour me dire quelle est l'affirmation qu'il voulait en réalité défendre, pour éviter de faire des hommes de paille moi-même, etc. Donc, dans cette affirmation sur la psychologie cognitive, là on a deux problèmes. D'une part, donc ça renvoie une image simplement fausse du système 1 et 2, et surtout en fait ça ne nous apprend rien quand on présente les choses de cette manière. Donc, d'abord, la théorie des deux vitesses de la pensée, donc c'est en gros qu'on a deux systèmes pour traiter l'information, etc. Évidemment, il ne représente pas ce que c'est le système 1 et 2, voilà, donc je vous envoie à la vidéo d'hygiène mentale si le sujet vous intéresse. Bon, dans les grandes lignes, le public de la conférence, il connaît ce modèle, mais le problème n'est pas là. Le modèle de définition qui manque, c'est que ce modèle des deux vitesses de la pensée, ça parle des deux manières de penser de tout le monde. Vous voyez? Donc la pensée analytique, ça existe, hein, c'est une compétence, mais qui n'est pas définie par étant l'absence de biais ou un système de pensée particulier, c'est-à-dire une compétence et un système de pensée général. Enfin bref, à partir de là, en fait, tu peux pas te contenter de dire ça, il faut expliquer un peu plus ce qui est mesuré par l'étude, ce qui n'est pas fait du coup. Donc là, vous dites, oh mais tu cherches la petite bête, ok, l'étude présentée reste quand même pertinente malgré tout, ok. Vous savez quoi, ok. Donc je vous propose donc de lire un extrait de la conclusion de cet article. Bien que ce motif épistémique soit un corrélat significatif de la croyance complotiste, les fonctions existentielles et relationnelles, donc pas la pensée éthique, peuvent être plus significatives encore. Les analyses de poids relatives suggèrent, au moins pour nos exemples de motivations choisies, que les motivations relationnelles ainsi que certaines motivations existentielles peuvent être relativement plus importantes pour prédire la croyance complotiste que la théorie épistémique, c'est-à-dire la pensée analytique. Le résultat reflète la nature complexe des croyances complotistes et indique que de multiples motivations existentielles et relationnelles sont essentielles pour comprendre qui croit aux théories du complot et pourquoi. Et alors, je sais pas vous, hein, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu, mais au premier visionnage de la conférence, il me semblait en avoir compris l'inverse de cette étude. Que Pascal Weinberger nous avait montré une source qui donne une vision multifactorielle, mais avec un poids supérieur pour les facteurs cognitifs. Voilà, que c'était avant tout une histoire de cognition que les gens deviennent complotistes ou pas. Notez que, attention, hein, il n'a pas dit que la pensée analytique est le facteur le plus significatif pour prédire le complotisme. Il a dit que ça prédit. Ce qui est également vrai, mais bon. Donc, je ne l'accuse pas d'avoir menti, simplement de prêter à confusion en ne parlant que de l'aspect analytique, ce qui laisse penser que c'est le facteur qui a le plus de poids. Enfin, encore une fois, c'est un problème de vulgarisation des sources. En l'occurrence, dans l'étude citée, c'était la 6e variable la plus prédictive après l'âge, la religion, la confiance, la désillusion et l'anomie. Du coup, à partir de la même étude, on peut donc défendre une prévalence des facteurs sociaux existentiels sur les facteurs cognitifs. Donc finalement,
serait en train de nous dire que l'affirmation est plutôt juste. Sauf qu'il dit que non, c'est plutôt faux, vous voyez, c'est un peu bizarre. Voilà, BunkerD a remis au propre le tableau, avec effectivement on voit les différents facteurs, avec voilà, ce qui est l'échelle RWA, c'est le truc important pour pouvoir comparer les poids relatifs. Et donc en rouge on voit que c'est 7 et 6 en Australie et en Nouvelle-Zélande, et que du coup tout ce qui est en vert est plus important pour savoir si les gens sont complotistes ou pas. Ce que je dis donc, c'est qu'il y a une confusion, visiblement, entre ce que Wagner-Hugger voulait montrer, ce que l'étude présentée conclut, et ce que les gens, surtout, vont en retenir au final. Petite parenthèse, là, c'est le seul point où j'estimais que c'était pertinent d'aller lui poser les questions et de le citer autre part que son analyse précise. Donc là, en l'occurrence, c'est des messages Twitter que je vous mets en description, en note de bas de page, tout ça. Donc l'auteur aurait pu garder les mêmes diapositives, la même étude, et dire oui, voilà, c'est multifactoriel, mais effectivement, ça confirmerait que le cognitif a l'air secondaire de ce qu'on en sait pour l'instant. Mais non. Et c'est là que ça devient quand même particulier, c'est qu'il a rétropédalé après coup de la conférence pour dire que il voulait bien débunker l'affirmation. Sauf qu'il l'a modifiée après coup pour la rendre exclusive. Oui, en faisant ça, son argumentaire, il tient la route, sauf qu'il y a deux problèmes. D'une part, le public de la conférence aura été induit en erreur. Et encore une fois, ça fait poser la question de à qui ou à quoi il essayait de répondre avec cette conférence à la base. En fait, comment est-ce qu'elle a été imaginée pour répondre à quoi? Et en fait, ce genre de petit rétropédalage après coup, ça se demandait, mais il y a vraiment des gens à qui il est en train de répondre. Vous voyez, c'est la règle de pertinence, encore une fois, est assez bizarre. En fait, si vous voulez, il y a un truc qui me manque, moi, dans tout ça, c'est un peu ce que je dis dans la fin de ce petit A. C'est que on a un peu arrêté dans la recherche sur les spaghettis de chercher les bons cerveaux, vous voyez. Ceux qui ont la pensée analytique, ceux qui auraient un esprit critique, c'est un petit peu, on cherche plutôt en fait des critères pour savoir qui fait preuve d'un raisonnement critique sur tel sujet. Donc c'est toujours un peu contextuel, des fois il faut avoir des dispositions et des connaissances vraiment précises sur le sujet vraiment précis. Et c'est un peu ce que je reproche en fait, c'est que vu qu'on définit un peu rien dans ce truc-là et qu'on parle juste de pensée analytique, en fait on est un petit peu en train de valider cette binarité qu'il y a les bons et les mauvais cerveaux, il y a ceux qui pensent avec leur pensée analytique et ceux qui ne pensent avec que des biais ou des trucs comme ça, que leur intuition uniquement. Je trouve ça assez binaire et assez simpliste comme manière de présenter les choses. Et donc voilà, il nous résume Pascal Wagner-Hugger cette section en disant qu'il y a à la fois des facteurs cognitifs et des facteurs sociaux en jeu dans le complotisme. Alors ce qui est vrai, mais so what? Dans le milieu des esthétiques et des débunkers, donc on a historiquement mis l'accent avant tout sur les biais cognitifs et très peu sur les facteurs sociaux. L'affirmation de départ, en fait, elle aurait dû être la vraie cause du complotisme sont les biais cognitifs et les autres aspects sont secondaires. En fait, avec la même source, on aurait pu faire un debunk similaire, sauf qu'on serait parti d'une position, d'une idée reçue beaucoup plus répandue, donc règle de pertinence, et sans les confusions et les contresens que ça a créé. Mais non. Parce que là, avec cette manière de présenter les choses et un petit rétropédalage après coup en scred, on se retrouve juste avec un chercheur qui est venu renvoyer l'image inverse de l'état actuel de la recherche. Ensuite donc, petit b, on passe à une seconde proposition dogmatique, et là, encore une fois, on va revenir, c'est l'autre exemple, mais encore une fois, j'aurais pu en prendre plein d'autres, sur le fait qu'il faut toujours reformuler ce qu'il dit pour être charitable. En fait, il ne faut jamais prendre des phrases littéralement, parce que là, la phrase dogmatique, c'est « Pour combattre les croyances, les biais cognitifs sont insuffisants ». Et je vous laisse lire cette phrase plusieurs fois, c'est que pour combattre les croyances, les biais cognitifs sont insuffisants. Cette phrase, littéralement, ne veut rien dire. Donc du coup, à chaque fois, tu es obligé de dire « Ok, moi je la reformule pour que ce soit acceptable », et ensuite, une fois que c'est reformulé, là, je vais dire « Ok, il a voulu dire ça, etc. » Donc là, en l'occurrence, c'est pour combattre les croyances erronées, éviter les biais cognitifs est insuffisant. Apparemment ici, les revues de littérature et les méta-analyses ne sont plus de rigueur, puisque les données ont été prélevées dans un travail des étudiants de M. Wagner-Hugger, dans une enquête faite en ligne sur 400 participants. Alors déjà, même si on avait accès au PowerPoint, c'était quand même pas évident de retrouver les sources réelles de la conférence. Alors là, c'est vraiment, on a fait ça avec mes étudiants, voilà, et après 2 captures d'écran et pas moyen de les retrouver, voilà, faites-moi confiance. Et voilà, on voit que ce qui prédirait le mieux, du coup, les croyances au paranormal ou au complotisme, ce serait une histoire, effectivement, de ceux qui arrivent le mieux à penser analytiquement.
Voilà. Moi, je suis pas contre ces résultats sur le fond. Déjà, précision, je ne suis pas contre, mais on ne parle pas d'une étude qui est accessible à la lecture, donc en fait, je ne sais pas en quoi c'est pertinent sur les croyances erronées en général. Est-ce que ce qu'il nous dit là, c'est un truc très fort, très puissant, et du coup, on va pouvoir dire, ah bah du coup, en général, pour combattre les croyances erronées, il faut faire ça, ça, ça. Bah, je sais pas. Je sais pas la portée de cette étude, et ça, c'est un problème, parce que normalement, une étude, tu as des données, et par la méthode, par l'échantillon, par tout un tas de critères, tu es capable de dire, cette étude-là est très très généralisable, pas du tout généralisable, voilà, tu as un peu dosé, et là, on n'a accès à rien, donc on ne sait pas. Du coup, ça me pose plein de questions, je me demande ce qui a été testé comme croyance complotiste ou croyance paranormale. Alors oui, on observe des corrélations, mais est-ce que ça nous dit qu'on peut agir sur nos biais ou notre pensée analytique pour vraiment combattre les croyances, ou est-ce que en fait les biais on les a et on n'y touchera pas? Est-ce que pour faire preuve d'esprit critique, ça suffit d'utiliser sa pensée analytique, ou ça demande à chaque fois des connaissances précises sur le sujet qu'on veut critiquer? Est-ce que des gens ils ont moins d'énergie pour utiliser leur pensée analytique, etc., etc. Sans réponse à toutes ces questions, l'affirmation idéologique ne peut pas être validée ou débunkée. Mais il y a une chose qui est très souvent mise en avant dans la recherche sur la pensée critique, c'est qu'il faut juger la pensée et pas le résultat. Donc, en l'occurrence, c'est de dire que si les gens adhèrent ou pas au paranormal, c'est pas juste le seul critère pour dire est-ce qu'ils ont fait preuve d'esprit critique ou pas. Si vous voulez, c'est pas aussi simple que ça. Et inversement d'ailleurs, si les gens ne croient pas au paranormal, c'est pas parce qu'ils ont fait faire forcément preuve d'un esprit critique incroyable. En bref, faire des corrélations sur une compétence comme la pensée analytique ne nous dira au final pas grand-chose. Et c'est un reproche qu'on fait aux chercheurs comme Wagner-Egger d'ailleurs, le fait de devoir focaliser sur un aspect, une seule variable qui expliquerait tout, alors que la pensée critique c'est très complexe. Et là je mets en lien différents articles, en plus de évidemment mon propre article sur Gerald Bronner d'il y a 3 ans. Gerald Bronner qui est un petit peu... on le reproche souvent ça justement à Gerald Bronner, c'est qu'il va expliquer énormément de choses dans la société, le complotisme, etc. par l'unique cause du manque de rationalité. Et du coup, tout ce qui est monocausal en général, c'est un petit peu limité. Voilà. Et là, je cite du coup une table ronde sur laquelle a participé Wagner-Egger lui-même, mais surtout Charlotte Barbier, Albert Moukébert. Charlotte Barbier, donc, qui est chercheuse sur l'éducation à l'esprit critique, et qui disait donc dans une autre table ronde du Reich, en général, une personne qui est experte et qui a étudié un domaine pendant des années sera toujours meilleure et aura un esprit plus critique dessus, même si elle n'a jamais étudié l'esprit critique, même si elle n'a jamais étudié les biais, que la personne qui connaît tous les biais cognitifs, qui connaît tous les arguments fallacieux, etc. Mais on en revient à la question au centre de cette conférence. En fait, est-ce que les zététiciens, ils ont eu raison de focaliser sur les biais cognitifs pour développer l'esprit critique? Attendez encore un peu, la suite pourrait vous surprendre. La dernière affirmation est que les biais cognitifs ne seraient pas des invariants du cerveau, mais des artefacts contextuels. Finalement, cette notion de biais universel qui serait le fonctionnement de notre cerveau à tous, on l'aurait mal comprise. Alors là, je suis pas sûr à 100% de voir à quoi Wagner-Egger souhaite répondre, mais j'ai une théorie. Je pense qu'il fait ici référence aux travaux critiques du modèle biéheuristique, donc de Kahneman, de vitesse de pensée du cerveau, etc. Des travaux comme ceux de Almenara, Pennycook, Gigerenzer, j'aurais pu citer Mercier, Sperber, enfin bon, il y en a plein des gens qui sont pas du tout d'accord les uns avec les autres, et qui juste critiquent le modèle majoritaire sur la notion de rationalité du cerveau. Mais bon, voilà, plus que Wagner-Egger, il a fait un article où il parle de toutes ces critiques, ces différents courants. Je suppose que c'est une bonne interprétation. Et en fait, s'il parle vraiment de ça, l'étude qui est présentée dans la conférence pour, donc du coup, toujours invalider l'affirmation idéologique, en fait, elle a aucune importance. Pourquoi? Il y a un problème de structure parce que il a dit, les 3 affirmations, elles sont idéologiques dans le sens, elles sont affirmées sans aucune preuve. Sauf que, si ce sont des thèses défendues par plusieurs chercheurs reconnus, c'est pas un sujet de petit débat entre zététiciens, en fait c'est un débat d'experts dans le monde de la recherche et depuis plusieurs années même. Pourquoi alors on chercherait une étude qui infirmerait ou confirmerait l'affirmation? Je dis ma note de bas de page,
Bah, Wagner-Egger, il répète qu'il y a des milliers d'articles sur les biais cognitifs et la rationalité. Ok, mais du coup, à partir de quand une prise de position dans ce débat peut être considérée comme éclairée? En fait, son rôle de vulgarisateur, pour moi, il aurait pu être de clairement dire, alors sur ce sujet de la rationalité des biais cognitifs, il y a débat. Moi, je penche plus pour ce bord-là. Mais tandis que là, bah non, il donne l'image qu'il y a un consensus, et toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord sont des idéologues sans aucune donnée. Alors voilà, vraiment, comprenez qu'il a le droit, évidemment, d'avoir une opinion qui penche vers un côté du débat, mais dans ce cas-là, il prend position. Et il n'est pas dans la posture de neutralité face aux idéologues, voilà, que je ne fais que vous apporter les données, etc. Non, sa posture, elle devient celle d'un expert des biais cognitifs qui sort de son champ de compétences et qui affirme des choses dans le champ de l'esprit critique, dans lequel il est minoritaire. Allons plus loin et allons voir ce qu'en disent les experts, parce que moi je ne suis pas expert, je vais les écouter. Il y a des personnes dont c'est le travail de se demander ce qu'est la pensée critique et surtout comment la transmettre, comment la développer chez les gens. Et du coup, débattre sur savoir est-ce que le plus important, le plus efficace, c'est de donner des listes de biais ou de sophismes, de focaliser sur les dispositions à l'esprit critique, sur les croyances épistémiques, etc. etc. Donc, c'est des débats intéressants, mais qui sont très complexes, donc c'est difficile d'expliquer ce qui fait consensus ou pas, hein, ça évolue, etc. Mais, pour résumer en très gros, l'histoire des biais cognitifs pour apprendre à la pensée critique, soit c'est pas prouvé que ça marche, soit c'est plutôt une mauvaise idée de miser là-dessus. Voilà, pour faire simple. Une revue systématique de littérature s'est intéressée aux solutions qu'on pourrait appeler donc de débiaisage. Le résultat qui est mis en avant, c'est que les outils et les stratégies qu'on peut apprendre en donnant des exemples de biais dans un contexte ne sont pas forcément transférables à d'autres contextes. Petite parenthèse, là, donc je fais beaucoup de paraphrases dans ce passage sur la synthèse du collectif Efficience, qui voilà, sont un collectif où il y avait plusieurs chercheurs et chercheuses surtout impliqués dans le projet, spécialistes de ces domaines-là. C'est à vocation du grand public, donc évidemment, je vous encourage à la lire avec tous les articles en source, comme toujours. Si le but est de développer une pensée critique générale, on va dire, il faut plutôt chercher ailleurs. Une des rares sources scientifiques qui prône l'éducation à l'esprit critique par les biais cognitifs, elle expliquait que c'était plutôt pour développer la métacognition, c'est-à-dire voilà, on est capable d'être plus humble parce qu'on sait que notre cerveau est biaisé. Donc, source, et ironiquement, ce travail, il se fonde sur les théories qu'on appelle de la rationalité écologique, c'est-à-dire une approche qui n'est pas celle de Wagner-Egger. Je me permets du coup d'ailleurs de citer directement la synthèse. Selon les tenants de l'approche de la rationalité écologique, les heuristiques constituent une stratégie efficace pour prendre des décisions au doigt mouillé dans une situation d'incertitude. La recommandation éducative qui émane de cette théorie est donc la plus simple. Ne rien faire face au pire. Bon. Alors, je le redis, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec ces chercheurs et ces chercheuses, ou avec moi le résumé que je vous en fais, en fait c'est finalement pas si important que ça. L'important c'est de savoir qu'il y a des données, des arguments scientifiques robustes pour soutenir le fait que l'approche par les biais n'est pas la seule possible pour développer la pensée critique. Balayer tout ça et expliquer qu'il n'y a qu'une seule approche valable et que si on n'est pas d'accord avec ça, on est uniquement dans l'idéologie, c'est faire une caricature énorme de l'état de la recherche, l'état du débat. La seconde partie de la conférence de Wagner-Egger a donc été l'occasion de débunker les hommes de paille et de faire dire à la littérature scientifique l'inverse de ce qu'elle dit réellement, ou au mieux de brasser de l'air avec. Qui parmi les spectateurs de la conférence ne savait pas que le complotisme est multifactoriel, ou que les biais cognitifs sont utiles pour comprendre la formation des croyances en général. Ouais, ça je crois que même les plus étapos, les plus métasceptiques, etc., tout le monde est à peu près d'accord avec ça si tu veux. La posture adoptée ressemble donc à un debunk, une critique des idées reçues qui ne semble basée sur rien, mais pour chacune des trois affirmations, on peut retrouver assez facilement des données de recherche qui confirment leur pertinence. Au contraire. Et vous avez vu, hein, je suis pas allé forcément rechercher des études à Peter Hochnock, je suis allé juste relire les études que lui a présentées. Quand bien même il aurait tout compris, parfaitement raison sur quel est l'état de la recherche actuelle, en fait il aurait dû lui-même prendre d'autres études que celles-là qui sont un peu plus multifactorielles et un peu moins mal faites. Vous voyez, il aurait dû lui-même prendre d'autres études.
on se demande aussi quel est le rapport avec ce qui était raconté en introduction. Parce que pour l'instant, les thèses critiques de la zététique, comme celles que font le collectif Zététique Métacritique, ne sont pas mises à l'épreuve. Même ironiquement l'inverse. Je rappelle, Pascal Wagner-Egger parlait au début des idéologues qui affirmaient des choses sans les sourcer à propos donc, des croyances, de l'idéologie des militants, etc. On n'a pris aucun cas réel, voilà, aucune capture d'écran de Zem en mode bah voilà, ils affirment ça, mettons leurs affirmations à l'épreuve, etc. On doit juste le croire sur parole dans le fait que y a des gens, dont le collectif Zem, qui font ça, voilà, affirmer des choses sans aucune preuve. Ce qui est un peu malhonnête, en vrai. Hein, je n'ai jamais entendu un membre de ce collectif prétendre des choses comme « les croyances ne sont que le fruit de facteurs sociaux et les aspects cognitifs n'ont aucun rôle ». Donc là, je fais une petite note de bas de page. Les critiques de Zem, elles interprètent mal les phrases comme « tout est politique » ou « le contexte social a toujours une influence ». Mais là, en fait, ça demanderait plutôt un article dédié, donc je le ferai un jour. Donc, leur site Métacritique, il regorge d'articles de qualité. Donc ils font des fois vulgariser des choses, donc non, c'est pas affirmer sans preuve, c'est sourcé quand ça a besoin d'être sourcé. Ou des fois proposer des réflexions de fond, donc ça demande des arguments, mais pas forcément des sources, ça s'appelle pas forcément des données quantitatives, c'est pas pertinent quoi. Ces articles sont fouillés, et qu'on soit d'accord ou pas, il faut exister un discours cohérent dans le fait qu'il y a des passerelles fortes qui se créent entre les idées d'extrême droite et certains pans du rationalisme et de la zététique. Et donc avec sa manière de distribuer les bons et les mauvais points, en fait, on n'a pas critiqué cet entrisme de l'extrême droite ou leurs idées. Voilà. Au contraire, à la fin, il se permet de reciter Zem en disant « ils sont trop dans l'idéologie », etc. Et donc en termes d'argumentation, la structure, c'est quoi? C'est qu'il a fait cette étude, elle suggère que les extrémistes politiques ont plus de chances d'être complotistes. Ok, il y a beaucoup de paramètres dans cette étude, mais les croyances dépendent de plein de critères, cognitifs, culturels, etc. Plus généralement, donc il y a des biais liés à toutes les croyances et pas uniquement au complotisme. Et conclusion, du coup, Zem sont dans l'idéologie, il serait mieux de s'autocritiquer. Que vous aimiez ou pas ce que propose le collectif Zem, il ne faudrait pas que cette structure elle est défaillante. On peut être en désaccord avec eux, mais dire qu'ils n'ont aucune source, aucune donnée, sans examiner ce qu'ils défendent réellement, c'est la définition même de l'homme de paille. C'est pas la première fois. Et donc, il conclut, grâce à l'aide indispensable de ChatGPT, que la zététique est fondée sur la vérification et donc elle doit s'habituer à vérifier les informations factuelles, même en sciences humaines et sociales. Sous-entendu que, en général, on ne le fait pas, évidemment, les sciences humaines et sociales n'utilisent pas de données la plupart du temps. On appréciera évidemment le sous-entendu. Que même si le sujet est politique, parler à partir de données scientifiques est plus intéressant que de parler uniquement à partir de son idéologie. Et ouais, avoir des données, c'est mieux que l'idéologie. Vous l'aviez pas vu venir, vous auriez jamais pensé, hein. Merci, heureusement qu'il est là. Bon, outre le fait que je cherche encore l'intérêt de ChatGPT pour écrire un truc aussi bateau, ça montre que le sujet intéressant de l'intro a disparu. Et là, j'ai mis la petite illustration de tweet en disant qu'il allait parler de ce sujet-là dans la conférence. Dans la première minute, il en parle et alors là, c'est terminé. C'est en quoi mieux comprendre l'idéologie, ça aide à développer une pensée plus critique. Voilà. D'ailleurs, je mets un petit parallèle, un petit montage sur la notion d'idéologie. On peut en prendre d'autres, hein, tu vois. L'idéologie, ça a été traité par Marx, Althusser, Boudon, etc. Et je ne demandais pas à ce qu'il détaille toutes les définitions depuis Marx de l'idéologie. Je demandais juste qu'il en ait une seule du monde scientifique. Et là, non, il n'en a pas donné une seule. En fait, il parle d'idéologie sans définir une seule fois idéologique. Ou alors, c'est les définitions de Larousse, un truc sans preuve. Peut-être que c'est moi, mais une conférence où on parle d'études sur le complotisme, ça n'implique pas qu'on ait traité la question de la pensée critique ou de l'idéologie en général, qui sont des sujets connexes, d'accord, mais différents. Et en tant que chercheur, je pense que Wagner-Egger connaît les définitions, il devrait connaître l'intérêt de ne pas utiliser les termes n'importe comment, parce que ça crée un flou dans la tête des spectateurs. Il aurait pu défendre à peu près les mêmes thèses et faire une étude de cas sur le complotisme. Tout simplement, ça aurait été pertinent probablement, et en plus plus cadré, donc voilà, moi j'aurais pas eu forcément de problème avec ça. Mais non. Et cette conférence, elle devait être l'occasion donc de dire que tout le monde a une idéologie et d'expliquer que les esthéticiens n'y échappent pas, etc. L'idéologie politique, elle se niche partout. C'est donc important de la connaître parce que notre manière de recevoir les données sera conditionnée par ce prisme. Voilà, c'est évidemment
un gros sujet, hein, donc voilà, on va résumer, je vous laisserai lire la note de bas de page. Il y a des articles de Zem qui sont très intéressants là-dessus, je vous les mets en lien évidemment. Je peux citer Putman, etc. Les données scientifiques sont orientées dès leur récolte par les choix méthodologiques du chercheur, d'où le fait que les sciences apportent une grande importance à la discussion collective pour croiser les points de vue, discuter des concepts, des catégories, etc. etc. Cette notion des données brutes qui sont objectives, etc., c'est quand même un petit peu... Voilà, c'est un petit peu dépassé, même chez les gens qui sont pas des relativistes, gauchistes, postmodernes, je sais pas quoi. Non seulement Wagner-Egger n'a pas dit dans sa conférence qu'on a tous ce prisme de l'idéologie, les données, etc., mais en plus il laisse croire qu'on peut y échapper facilement. Il suffit d'aller voir les données, qui échapperaient magiquement à l'influence de l'idéologie. Au contraire, moi je pense que ma vigilance à ne pas tordre la réalité par l'idéologie, donc à faire preuve de métacognition, elle vient précisément du fait que je sais que je suis un militant avec une idéologie. Donc là évidemment je mets en lien la partie 3 de ma trilogie sur Matrix, parce que dans tout ce projet, ce sont des choses que j'ai développées. Et je dis notamment dans la partie 3 que c'est très important de cumuler ces différentes perspectives pour échapper à ce qu'on pourrait appeler un dogmatisme militant. J'aurais pu aussi mettre en lien quelques vidéos avant, j'avais fait sur l'idée de la méthode scientifique. Bon, voilà, beaucoup de choses évidemment que j'ai développées par ailleurs. Au final, je pense que j'ai un problème avec cette conférence, pas tant sur le fond des sources présentées, mais parce que je pense que c'est de la très mauvaise vulgarisation. Bon, au-delà des bugs techniques pardonnables, les aléas du direct, etc., ça, voilà, je fais des conférences, je sais ce qu'il en est. Les slides, elles sont surchargées, les sources, elles s'enchaînent sans être contextualisées, on mélange les termes, la thèse, elle est défendue, elle est soit floue, soit sans rapport avec le contenu des sources, et au final, l'ensemble, ça s'apparenterait du coup à une sorte de désinformation scientifique pour le public. Même en restant charitable, on y revient, et en imaginant ce que ça aurait donné avec un peu plus de temps pour présenter les sources et leurs limites, la structure argumentative, elle reste mauvaise. Et en attendant, le public qui regarde, lui, il est toujours conforté dans cette idée que l'idéologie, c'est l'inverse de l'esprit critique. Quoi que veut dire idéologie, esprit critique, etc. Moi, j'aurais aimé pouvoir changer d'avis sur certains sujets grâce à cette conférence. Mais finalement, en fait, elle recycle des arguments que j'ai déjà vus avant, et même pas de la meilleure manière en plus. Si, pour moi, le harcèlement et la diffamation dont sont victimes les membres de Zen, il est un problème, est-ce que cette conférence, elle n'est pas carrément dangereuse, hein? Pour d'autres, au contraire, donc Zen, c'est un peu le côté complotiste, c'est une espèce d'hydre de comploteurs qui infiltrerait la zététique pour créer des goulags wokistes, machin, je sais pas quoi. Est-ce que Wagner-Egger, il a participé avec cette conférence à un petit peu questionner les gens qui auraient cette certitude idéologique? Je reste sceptique. Voilà, donc ça c'était pour la conférence en elle-même. Maintenant je me suis permis de mettre un petit point quand même sur la notion de charité interprétative inégale, c'est-à-dire le fait qu'on ne doit pas faire dire à autrui ce qu'il ne dit pas et essayer de trouver la meilleure version de ses arguments à sa place. Dans une rhétorique, on appelle ça l'homme de fer, etc. Voilà, parce qu'en fait j'ai beaucoup douté quand j'ai écrit cet article, en sachant qu'en plus c'était une conférence de vulgarisation. On peut potentiellement tout tromper entre deux termes un petit peu équivalents, faire une inversion, une négation sans t'en rendre compte. Soit. Et donc une fois que j'avais cette charité interprétative qui était appliquée, il y avait quand même des problèmes persistants qui je pense mériter un article. Et au fur et à mesure, quand je vais voir les sources, etc., il y a d'autres problèmes qui se rajoutaient, etc., etc. Et donc, par exemple, au départ, moi, je voulais vraiment avoir un truc plus nuancé pour dire, il y a du bon, il y a du mauvais, etc., etc. Du coup, je me suis retrouvé un peu con, parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'enlevais les mauvais points, ils se retrouvaient avec un truc en mode, voilà, la conférence n'a plus grand-chose de bon. Et donc, du coup, la conclusion que je pouvais en tirer de manière assez logique, voilà, c'était de noter les trucs en mode, c'est assez flou, ou alors c'est carrément l'inverse de ce que dit la recherche, donc il y a une forme de désinformation scientifique. Le problème, en fait, surtout, c'est que du coup, derrière, il y a beaucoup de gens qui sont juste contentés d'enlever tous les arguments, de prendre la citation un peu hors contexte final, et dire, lui qui n'y connaît rien à la Tranxène, il se permet de dire à un chercheur qu'il fait de la désinformation. Sauf que c'est un chercheur, sauf que c'est blablabla, et du coup, en fait, on s'en fout de l'argumentaire, l'important c'est Tranxène a dit ça. Et souvent, avec Zem, c'est un peu ça, c'est-à-dire que leurs arguments, on s'en fout, et on va juste citer hors contexte un truc qu'ils ont dit un jour en étant énervé, ou une conclusion sans l'argumentaire avant.
c'est pas très honnête. Donc là, en l'occurrence, dans nos échanges par mail, Wagner-Egger m'a expliqué que c'était bien ce que j'avais dit en introduction. Le fil rouge de sa conférence, qui n'était pas forcément clair, c'était expliquer une démarche appliquée, c'est-à-dire prendre des idées reçues sur l'axe gauche-droite, les militants, etc., et montrer que c'est des sujets d'études qui a des résultats scientifiques, et pour améliorer un peu les débats, pour apprendre à utiliser les données, et voilà, ça améliorait les débats, parce qu'on appuie certaines affirmations factuelles avec les données. Alors moi, je suis con, je viens de la sociologie, des sciences politiques. Je sais qu'il y a des données sur ces sujets-là. Je sais pas qui d'autre est surpris. Soit. Chacun sera juge de si la mission est remplie, de si le message était clair, etc. Mais personnellement, je pense que la manière dont les sources ont été vulgarisées ne permet pas de développer la pensée critique, par exemple lorsque les sources sont inaccessibles, la méthodologie à peine présentée et que les conclusions d'études sont différentes du propos présenté. La posture qu'il a eue me paraît problématique. Là, dans la note de bas de page, je cite l'exemple, je dis il y a un débat sur l'écriture inclusive qui clive les gens, etc. Il y a des gens comme Syllabus, Bunkerdé qui font des articles, des vidéos pour voir la littérature scientifique sur ces sujets, qui sont très bien d'ailleurs. Une fois que les données scientifiques sont accessibles et que les gens y ont accès, est-ce que les débats dessus sont complètement différents? Bah non, parce que savoir qu'il y a des données scientifiques sur le sujet, ça a un impact marginal sur les opinions politiques des uns et des autres. Et ça, en fait, pour le comprendre, il ne faut pas rester en surface sur ce qu'est une croyance, il suffit des données, il n'y a qu'un faucon, etc. Il ne faut pas caricaturer ce que défendent les uns et les autres, voyez. Donc, pour prendre un exemple qui est dans la conférence, moi je cherche encore à savoir qui adhère à l'affirmation que le complotisme, il a zéro rapport avec les biais cognitifs et 100% avec les facteurs sociaux. Parce que Wagner-Egger explique que c'est à cette affirmation qu'il répond en partie 2, mais il est incapable d'apporter la preuve que c'est une affirmation qui est répandue et qui existe. Et quand bien même tu trouves quelqu'un quelque part qui pense ça, y associer Zem, ça reste diffamatoire en fait. Quand on l'interroge sur ce passage-là, quelle affirmation il souhaitait répondre, qui le défend, etc., on comprend qu'en fait il pensait là à Marie Pelletier, qui n'est pas une source de Zem d'ailleurs, je vous précise, mais bon, pourquoi pas, soit. Elle, en fait, elle parle jamais quasiment de biais cognitifs et elle a jamais dit un truc, à ma connaissance, que les biais cognitifs ne jouent aucun rôle dans le complotisme. Et encore une fois, la nuance du fait que ça ne joue aucun rôle, en fait, c'est ce qu'il a dit, c'est que pour que son argumentaire soit valable, il faut que ce soit un truc exclusif, sans que ça joue aucun rôle. Et du coup, oui, elle pense que c'est pas le facteur qu'il faudrait investir en priorité, mais sa position, elle est caricaturée pour lui faire dire un truc extrême, une version extrême de sa pensée. Encore une fois, j'essaye un petit peu de clarifier un petit peu les positions des uns et des autres si ça vous paraît pas clair. Donc, plusieurs étapes, notamment des déformations, et ça risque de renforcer les dynamiques de harcèlement dans le futur. Voilà, je vous laisse un petit peu lire, je vais aller prendre vraiment des vraies citations de Marie Pelletier, 2M, dans l'un des articles. Voilà, avec des petits crochets pour voir qu'est-ce qui est de la reformulation et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour moi, il y a clairement des nuances dans ce que disent Marie Pelletier et dans ce que disent Zem, et Wagner-Egger qui en interprète un truc ultra caricatural et ultra pas ce que disent les protagonistes. Donc encore une fois, la règle de pertinence, il l'a mangé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les protagonistes de cette affaire, ce n'est pas en déformant à outrance les propos comme ça nous arrange qu'on pourra élever le débat sur la pensée critique. Je rappelle, je suis allé vérifier les données, je suis allé les reprendre, j'ai reformulé de la meilleure manière possible que je pouvais les affirmations de Wagner-Egger. Lui, il l'a pas fait, quoi. Quand on prétend vulgariser la recherche, je trouve ça problématique de ne pas préciser qu'on ne parle toujours qu'un aspect précis. En l'occurrence des études en psychologie expérimentale quantitative. Cette conférence est un cas d'école de comment on peut influencer le débat sur l'esprit critique en sélectionnant les données qui vont le plus dans notre sens. Minima, on aurait pu circonscrire le sujet, parler des limites des études citées, être plus prudent dans les conclusions, etc. Mais une fois que moi je remonte des différentes sources présentées, donc un truc assez banal en pensée critique, remonter à la source, j'ai du mal à pas voir une confirmation de ce que je pensais avant en fait. En l'occurrence, les facteurs cognitifs, ils devraient pas être la priorité. Là où Wagner-Egger dit que quand on voit toutes ces études, ça devrait en rester une.
Alors oui, moi je veux pas l'accuser de raisonnement motivé pour légitimer son propre travail, mais bon, après que quand même ça y ressemble, non? Encore une fois, vous trouvez pas que c'est injuste? Vraiment, on critique des gens comme Zem, on n'essaye pas de vraiment comprendre et présenter ce qu'ils disent, mais faut constamment lire entre les lignes de ce que dit Wagner-Egger pour lui faire dire des choses à peu près acceptables pour un chercheur. C'est pas la première fois que Zem et d'autres gens sont victimes de ça, de ce deux poids deux mesures et ce genre de désinformation de la part de personnes qui connaissent les dangers du raisonnement motivé et des arguments fallacieux et qui se permettent ensuite de donner des leçons pour débattre plus rationnellement là où eux ne s'embarrassent même pas de comprendre vraiment ce que disent leurs critiques. Ouais. Et donc suite à ça, il a publié, M. Wagner-Egger, une très longue réponse sur son blog qui est donc plus long que mon article, je ne vais donc pas le lire de manière exhaustive là encore. Et déjà ce serait trop long et surtout en fait ce serait très redondant ce que je pourrais dire en fait si je devais répondre dans ce que je dis dans mon article. En fait il refait toutes les erreurs, les procès d'intention de Zem sans les citer correctement, il ne cite pas les articles, il ne cite pas mon article, ses phrases elles sont trop longues, leurs propos est confus, les réponses sont très générales mais c'est pas qu'elles sont fausses, encore une fois, je veux vraiment que vous compreniez ça, c'est que quand tu fais des réponses comme ça très très générales, il peut y avoir des choses vraies dans ce que tu dis, des choses pertinentes dans ce que tu dis, sauf que les réponses qu'il fait ne répondent pas aux reproches que moi je lui ai fait. En fait, j'avais formulé une demande, que s'il répondait à mon article, je dis c'est intéressant, voilà pour le débat, qu'il réponde à mon article, qu'il réponde bien à mon article, c'est-à-dire sans mélanger des trucs qui ont rien à voir avec la choucroute, de gens que je connais pas ou auxquels je n'adhère pas, etc. Et évidemment sans homme de paille, c'est-à-dire sans me prêter à moi des pensées qui ne sont pas les miennes. Donc voilà, le titre s'appelle « La méthode Zem ». Bon là on comprend évidemment que c'est raté, hein, parce que ça crée une arborescence en fait dans ces cas-là. Loi de Brondolini, vous voyez, moi j'ai fait... Il fait une conférence de 20 minutes, je dois faire mon article, puis lui il fait un article encore giga plus long. Et du coup, surtout, ça part sur 50 000 sujets, en fait. On ouvre plein de dossiers sur plein de gens différents, et à la fin, c'est impossible de tout suivre. On parle plus du tout du thème de base, qui était la recherche sur les biais cognitifs, l'idéologie. Vous voyez, donc je vais pas détailler les trucs, etc., etc. Surtout que moi, je peux avoir des problèmes, genre, pour me faire comprendre de gens, tu vois. J'entends que, tiens, mais là, quand c'est aussi systématique, quand c'est aussi systématiquement mal compris ou mal reçu ou traité comme quelqu'un de très arrogant, très sûr de lui, etc. Genre par exemple, je crois qu'une seule capture d'écran qu'il a faite, c'est sur le tweet d'annonce où je teasais que j'allais écrire un article. Donc voilà, ça c'est le genre de message où ce serait de l'arrogance, des propos complètement outranciers, que moi je serais un cancre, un ignorant, pourrais porter plainte contre diffamation, mais il va même pas le faire parce que je ne suis rien, je ne suis personne. Heureusement que j'ai précisé que je l'attaquais pas en tant que chercheur, parce que sinon... Voilà, mais il se permet aussi de dire qu'il fait attention à son style de communication et qu'il évite les insultes dans un aspect minimal de la personne critiquée. Ça, c'est ce que lui fait et pas moi. Je vous laisserai donc juge. Donc il essaie de me faire reconnaître une douzaine d'erreurs. Et le fait qu'il retransmette jamais ma position de manière acceptable, et ben du coup, les debunks pour dire il a fait une erreur parce que ça, en fait, elles tapent à côté la plupart du temps. Même dans le positif, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans le positif, il me fait dire ce que je dis pas. En l'occurrence, que voilà, bon, quand même, Tronxen a un bon point quand il cite Moret et Erdving, blablabla, il détaille un peu le truc. Sauf qu'en fait, c'est pas moi qui ai cité Moret et Erdving, je connaissais pas jusqu'à récemment cet article. Et en fait, tu vois quand tu fais un CTRL F dans l'article que c'est Adrien Filon, dans les commentaires de l'article, qui a mis ce lien-là. D'ailleurs, Adrien Filon, voilà, très, très bonne découverte, je vous conseille de voir un peu son travail. Il a un petit peu fait des trucs sur les misbehaving science, les sciences qui se comportent mal, les pratiques douteuses de recherche, et c'est un chercheur qui travaille sur les notions de rationalité notamment, donc très intéressant, et il vulgarise, et ça c'est cool. Voilà, je vous remettrai des liens, etc. pour quelles sont les choses intéressantes autour de sa réponse. Par exemple, à un moment, il cite la vidéo qui prouverait scientifiquement que le Zem sont des harceleurs, nanana, donc ça c'est une vidéo qui est complètement débunkée, parce que la méthode était catastrophique. Oui, parce que, encore une fois, les gens qui se revendiquent de la zététique et qui se font comme ça les champions de la rigueur, vous apprendre ce que c'est, la méthode scientifique, l'esprit critique, etc. Eux, ils ont lu l'article de Wagner-Egger et ils l'ont partagé, et ses vidéos, et ses conférences, et ses articles, et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ils n'adressent pas
les critiques qu'on leur fait. Et ça s'est vu rien que cette semaine avec voilà, l'histoire du cortex, les documentaires, etc. Je vous mettrai l'article. C'est qu'ils présentent qu'on va vous apprendre la science, à vous apprendre à aller chercher les sources, les données scientifiques, etc. Et quand on leur dit, bah là, factuellement, vous êtes en train de vous torcher avec la recherche, ils s'en foutent. Ils s'en foutent et ils font, voilà, ils balayent leurs critiques d'un revers de main, ils caricaturent leurs opposants, etc. Et ça, c'est classique. Je me permets du coup de finir par quelques tweets de Gwen Palares qu'elle avait écrites il y a 2 ans maintenant. Structure classique des affaires Z, qui ne sont pas des dramas. C'est grave et ça met en danger des vraies personnes, ça c'est vrai. 1. Les Z-couilles, les pète-couilles, Z-couilles, vous l'avez. Les Z-couilles nous attaquent de façon inepte. On prend une vague de harcèlement. On adore. 2. On réfute méthodiquement les attaques. La shitstorm se poursuit. 3. La team neutralité, surplomb et indifférence vient nous faire la leçon. Quand même, tout ce drama, est-ce vraiment une façon de faire? Ouais, ça va, c'est Florian Kova qui est venu voilà, liker la réponse de Wagner Egger. Et quand je lui ai dit, mais attendez, les dramas, les machins, les Twitter, vous avez lu sa réponse à lui? Vous avez lu mon article? Ah non, votre article, je m'en branle. Ok. 4. Excédé à bout, on s'énerve. La prétendue neutralité, c'est pas prendre position pour des harceleurs à 10 fois plus de vues. Enfin, 5. Puisqu'on encaisse ces conneries, ben on n'a pas le temps de produire des contenus. Ce qu'on fait quand même, mais moins vite. Ouais, moi c'est exactement mon cas, ouais, parce qu'en fait j'ai tourné une vidéo sur la pureté militante il y a plusieurs mois, et que j'ai pas le temps de toucher au montage depuis un moment. 6. On nous reproche de ne pas faire de contenu positif et ne faire rien qu'à critique. 7. Répéter à l'envi jusqu'à ce que les personnes minimalement compétentes sur l'aspect critique d'un point de vue scientifique jettent l'éponge. Franchement, je veux pas être vulgaire. On va encore dire que les gens qui sont comme ça critiquent la zététique, et ben c'est rien que des méchants. Plus qu'importe, on se fasse insulter et harceler en permanence par des types qui notamment agitent des flingues dans leurs vidéos pour signaler ce qu'ils peuvent nous faire. Voilà. Et donc on n'ose plus parler. Très franchement, je vous assure que l'envie elle manque pas d'être vulgaire. Passez donc un bon dimanche à défendre les sciences confortablement installées pendant qu'un collectif composé par entre autres des scientifiques se fait harceler par vos potes sans que vous ne fassiez rien. Et ouais, l'esthétique c'était un beau projet. Et voilà, quelques youtubeurs trop attachés à la neutralité, ils ont vraiment fait du mal à ce milieu. Mon objectif ça reste de vulgariser, de diffuser de la pensée critique, mais ouais vraiment, ouais plus comme ça. Quand même je deviendrais expert d'un truc, ce que je prétends pas être, je veux pas être dans cette posture de je suis un expert donc j'ai forcément raison, j'ai forcément la vérité et je suis incapable de reconnaître la moindre de mes erreurs. Parce que pour moi c'est pas ça, la pensée critique. J'espère vous voir aux rencontres de l'esprit critique, à un autre festival. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt pour d'autres vidéos sur le cycle sur le militantisme. Salut!